Cadeau de mariage avec 7 articles de luxe. Une Tesla, une montre Rolex, un sac Louis Vuitton et d'autres choses complètement absurdes. J'en ai ignoré 2, pensant que personne ne le remarquerait. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Tu as oublié d'acheter 2 cadeaux. Alors ne viens même pas. Ma mère a aussitôt ajouté. Elle mérite le meilleur. C'est son grand jour. J'ai simplement répondu. Compris. Le lendemain matin, j'ai annulé tous les autres cadeaux, retiré mon soutien financier au traiteur et fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Je venais de transférer presque 4 000 $ à un fournisseur pour aider à payer le traiteur. J'avais passé mes soirées à préparer les cartons d'invitation, à choisir les rubans, à écouter Lily se plaindre du stress. Et maintenant, tout ça ne valait rien parce que je n'avais pas acheté une Tesla et une Rolex. Ma mère avait répondu en moins d'1 minute. Elle mérite le meilleur. C'est son grand jour. Je me suis simplement contentée d'écrire « compris » parce que je savais que discuter ne servirait à rien. Depuis des années, ma mère traitait Lily comme une princesse et moi comme le plan de secours. J'ai passé la nuit à tourner dans mon lit, à relire nos anciens messages. Il y avait cette photo d'il y a 10 ans, quand on riait dans la cuisine après avoir brûlé un gâteau. Lily portait encore ce vieux pull rose troué. Je ne comprenais pas comment cette fille-là était devenue celle qui m'envoyait une liste de cadeaux à prix délirant. Je crois que ce n'était pas tant l'argent, mais la façon dont elle me faisait sentir, comme si j'étais inutile, remplaçable. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Pas sous le coup de la colère, mais d'une sorte de lucidité froide. J'ai ouvert mon ordinateur, annulé un par un les paiements, la salle, le traiteur, le photographe. Tout était à mon nom, parce qu'elle n'avait pas encore payé sa part. J'avais géré tout ça pour l'aider. En réalité, j'avais tout financé. Quand j'ai cliqué sur annuler la réservation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du calme, un vrai calme. J'ai ensuite envoyé un dernier mail à la salle, expliquant poliment que le mariage ne se ferait plus à cette date. Je n'ai donné aucun détail, juste ma signature et un merci pour votre compréhension. À 6 heures, j'étais déjà debout. J'ai préparé un café et regardé mon téléphone vibrer sans cesse. Les messages de Lily arrivaient les uns après les autres. Tu as annulé la salle? C'est une blague, j'espère? Réponds-moi maintenant. Je ne répondais pas. J'ai simplement continué à boire mon café. À un moment, elle m'a appelé. J'ai laissé son nom clignoter à l'écran sans décrocher. Quand l'appel s'est arrêté, un autre message est arrivé. Plus court. Tu vas me le payer. Je me suis surprise à sourire. Pas de joie, mais d'un sentiment étrange, entre la revanche et le soulagement. Toute ma vie, j'avais essayé d'être la fille raisonnable, celle qui arrange tout, qui s'excuse la première. Mais ce matin-là, j'ai compris que j'étais fatiguée d'être utile uniquement quand ça arrangeait les autres. Vers midi, j'ai reçu un mail du traiteur, un homme très gentil, qui me demandait s'il devait vraiment annuler. Il précisait que tout était prêt, que la nourriture était commandée. Je lui ai répondu que oui, il devait tout arrêter. J'ai ajouté une note. Envoyez-moi la facture de tout ce qui est déjà engagé, je paierai. Je ne voulais pas léser quelqu'un d'innocent dans cette histoire. En fin d'après-midi, ma mère a débarqué chez moi sans prévenir. Elle avait l'air hors d'elle. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que j'avais détruit le plus beau jour de la vie de ma sœur. J'ai essayé de rester calme. J'ai expliqué que je n'avais rien détruit. J'avais juste arrêté de me ruiner pour des gens qui ne me respectaient pas. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que j'étais jalouse, que c'était ça, le fond du problème. Je n'ai rien répondu. Parce que quelque part, elle n'avait pas complètement tort. Peut-être que j'étais jalouse. Pas de sa robe, ni de son mariage, mais de la façon dont elle réussissait à être aimée, peu importe ce qu'elle faisait. Après son départ, j'ai pris mon téléphone, ouvert Instagram, et regardé les publications de Lily. Des photos d'essayage, des stories de décoration, tout ça accompagné de légendes pleines d'amour et de promesses. En lisant les commentaires, j'ai vu à quel point elle contrôlait son image. Tout le monde la voyait comme la fille parfaite. Personne ne savait ce qu'elle faisait derrière l'écran. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Quelque chose d'audacieux, de risqué, mais nécessaire. Si elle voulait un mariage de conte de fées, elle allait l'avoir, mais pas celui qu'elle imaginait. Je n'avais pas dormi. Mon cerveau tournait en boucle sur cette idée qui me semblait à la fois folle et parfaitement logique. Je savais que si je la mettais à exécution, plus rien ne serait jamais comme avant entre nous. Mais en même temps, il n'y avait déjà plus rien à sauver. Lily m'avait humiliée publiquement dans notre groupe familial, traitée comme une invitée indésirable à son propre mariage. Alors pourquoi devrais-je continuer à protéger son image? Le matin suivant, j'ai contacté Rachel, une amie d'université qui travaillait comme assistante dans une agence de relations publiques à San Francisco. Elle connaissait bien le monde des mariages luxueux, les influenceuses, les collaborations, les faux partenariats qu'on publiait juste pour la photo. Je lui ai raconté une version allégée de l'histoire. Ma sœur m'avait coupé de son mariage et je voulais me retirer de l'organisation. Rachel a répondu rapidement qu'elle comprenait, puis elle a ajouté une phrase qui m'a fait réfléchir. Les gens ne supportent pas qu'on leur enlève ce qu'ils croient mériter. J'ai su alors que c'était exactement ce que j'allais faire. Je n'allais pas simplement retirer mon argent. J'allais lui retirer l'image parfaite qu'elle essayait de construire. Je me suis connectée au site du traiteur, du photographe, de la salle, du fleuriste. Tous les contrats étaient à mon nom. Je les ai annulés officiellement, mais j'ai laissé un message privé pour chacun, expliquant qu'ils pouvaient proposer leurs services à d'autres clients dès maintenant. En quelques heures, plusieurs m'ont remercié et ont confirmé de nouvelles réservations. Ce que je savais déjà, c'est que ces prestataires étaient très demandés. Il serait impossible de les récupérer à la dernière minute. Lily, elle, n'avait encore rien compris. Vers midi, elle a publié une story, une vidéo de sa robe dans une housse blanche, accompagnée d'une musique romantique et de la phrase « Moins de 2 semaines avant le grand jour ». Je regardais ça, assise sur mon canapé, et je sentais un mélange étrange de honte et de satisfaction. Honte, parce que c'était ma sœur. Satisfaction, parce que pour la première fois, j'avais le contrôle. En fin d'après-midi, les premiers messages paniqués sont arrivés. Le fleuriste ne répondait plus.
Le photographe disait que la date n'était plus disponible. Le traiteur annonçait que la commande avait été annulée. Elle m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas décroché. Puis elle a envoyé un message à notre mère, qui m'a aussitôt appelé à son tour, furieuse, exigeant que je répare tout immédiatement. J'ai répondu calmement que tout était légal, que j'avais simplement annulé mes propres réservations. Ma mère a crié que j'étais un monstre. J'ai coupé la ligne. J'ai passé le reste de la journée dans un silence total. C'était la première fois depuis des années que je n'avais pas peur de leur colère. Un calme étrange s'installait, presque lourd. Je savais que j'étais allée trop loin, mais je ne regrettais pas encore. Le lendemain matin, Lily a débarqué devant chez moi. Pas un mot de salut. Son maquillage était à moitié effacé, les cheveux attachés à la va-vite. Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit la vérité, que j'avais tout annulé, que j'en avais marre d'être traitée comme son assistante personnelle. Elle m'a hurlé dessus, m'a traitée de jalouse, de pauvre fille aigrie. Et là, sans réfléchir, je lui ai dit quelque chose qui m'a échappé avant même que je le réalise. Tu crois que je t'envie? Je te plains. Elle est restée figée une seconde. Puis elle est partie, claquant la porte derrière elle. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un mail inattendu du propriétaire de la salle. Il me remerciait pour ma communication rapide et précisait qu'un couple avait déjà repris la date du mariage. Il me proposait même de venir chercher un petit remboursement partiel sur place, en personne, si je voulais signer les derniers documents. J'ai hésité. Puis j'y suis allée. En arrivant, j'ai croisé le nouveau couple qui visitait la salle. Il semblait heureux, simple, rien d'extravagant. J'ai signé les papiers, récupéré mon chèque, et quand je suis sortie, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Sur le tableau d'affichage près de la réception, il y avait la copie d'un contrat modifié. Le nom de la future mariée n'était pas celui de ma sœur. C'était celui d'une femme que je ne connaissais pas. Mais le nom du futur marié, lui, m'a glacé. Ethan Parker. Le fiancé de Lily. Je suis restée immobile quelques secondes devant ce panneau, incapable de comprendre ce que je voyais. Le cerveau refusait d'assembler les morceaux. Ethan Parker, il n'y en avait pas deux avec cette orthographe. Pas dans notre ville. J'ai senti une montée de chaleur dans ma poitrine. Un vertige brutal. J'ai vérifié 2 fois, 3 fois, le nom de la mariée. Catherine Morales. Inconnue. Et la date? La même. Le même jour où Lily devait se marier, dans la même salle. Je me suis assise dans ma voiture sans démarrer. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone sur mes genoux. Je ne voulais pas croire que c'était ce que ça semblait être. Mais plus j'y pensais, plus c'était évident. Ethan avait réservé la salle sous un autre nom. Ou pire, il avait remplacé Lily. J'ai ouvert Instagram, cherché son profil. Rien de nouveau, juste une photo postée la veille. Lui, un sourire figé, un verre de vin à la main, légendé, à de nouveaux départs. Lily n'était pas taguée. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai tenté d'appeler ma sœur, mais elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un message. On doit parler. C'est urgent. Pas de réponse. Je savais qu'elle était chez notre mère. J'ai pris la voiture et j'ai conduit jusque-là, sans même réfléchir. Le trajet m'a paru interminable. En arrivant, j'ai vu la voiture d'Ethan garée devant la maison. J'ai ressenti un mélange d'angoisse et de colère. J'ai frappé à la porte. 1 fois, 2 fois. C'est lui qui a ouvert. Il avait cet air calme, presque poli, comme si de rien n'était. Il m'a demandé si j'étais venue pour régler le malentendu. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Et puis il a ajouté, d'un ton sec, qu'il avait décidé de ne plus participer à une mise en scène familiale. C'est là que j'ai compris que Lily n'était pas au courant. Elle est apparue derrière lui, les yeux rouges, le visage gonflé. Elle a crié qu'il n'avait pas le droit, qu'elle avait tout préparé, que ce mariage devait avoir lieu. Ethan s'est contenté de répondre qu'il avait ouvert les yeux, que tout ça n'était qu'une mascarade pour les réseaux, pas une vraie relation. Puis il a pris son manteau et il est parti, sans même la regarder une dernière fois. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé ma sœur s'effondrer au sol, incapable de respirer, répétant qu'il allait revenir. J'aurais voulu la détester à ce moment-là, mais je n'y arrivais pas. La voir comme ça, détruite, me faisait mal, malgré tout ce qu'elle m'avait fait. Je me suis accroupie à côté d'elle, sans la toucher. J'ai murmuré qu'il valait mieux qu'elle sache la vérité maintenant que plus tard. Elle m'a regardée avec un mélange de haine et de douleur et a dit que c'était ma faute, que si je n'avais pas annulé la salle, il ne serait pas parti, que j'avais tout détruit. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'elle avait raison, ou peut-être qu'elle cherchait juste quelqu'un à blâmer. Les jours suivants ont été un chaos total. Les invitations avaient déjà été envoyées. Les gens commençaient à poser des questions. Les rumeurs circulaient. Lily ne sortait plus de sa chambre. Ma mère m'évitait complètement, comme si j'étais responsable de chaque détail de ce désastre. Et moi, j'essayais juste de comprendre ce que je ressentais. Un mélange contradictoire. Un peu de culpabilité, beaucoup de soulagement, et une curiosité que je n'arrivais pas à éteindre. Qui était Catherine Morales? Et pourquoi Ethan avait réservé la salle avec elle, avant même d'avoir rompu avec Lily? J'ai cherché son nom en ligne. Pas de profil public. Mais après quelques recherches, j'ai fini par tomber sur une photo d'elle, taguée sur une publication de la salle. Une femme brune, élégante, en tenue de travail. Et juste en dessous, un commentaire d'Ethan. Heureux de collaborer avec une équipe aussi professionnelle. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Collaborer. Ce n'était donc pas juste une autre femme. Catherine travaillait pour la salle de réception. Il avait organisé tout ça avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais le lendemain, je suis retournée à la salle. J'ai demandé à parler à Catherine. Elle m'a accueillie poliment, sans savoir qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais la sœur de Lily. Son visage a changé immédiatement. Une gêne, une crispation. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parler de clients, pour des raisons professionnelles. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait exactement de quoi je parlais. Avant de partir, j'ai glissé.
Vous savez qu'il était fiancé, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux, sans répondre. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je venais de plonger encore plus profondément dans quelque chose que je ne contrôlais plus. J'avais déclenché une avalanche. Et maintenant, je ne savais plus comment l'arrêter. Ce soir-là, ma mère m'a appelé pour dire que Lily avait disparu depuis le matin. Son téléphone était éteint. Elle n'avait laissé qu'un mot sur la table de la cuisine. Ne me cherchez pas. Quand ma mère m'a dit que Lily avait disparu, j'ai d'abord pensé qu'elle exagérait. Elle avait souvent ce réflexe dramatique, surtout quand quelque chose lui échappait. Mais en arrivant chez elle et en voyant la table vide, le mot griffonné à la va-vite, mon cœur s'est serré. L'écriture de Lily était tremblée, les lettres à moitié effacées comme si elle avait pleuré en écrivant. Ne me cherchez pas. Pas un mot de plus. La police a refusé de la considérer comme disparue avant 48 heures. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé, incapable de fermer l'œil. J'essayais de repenser à tout ce qu'elle avait dit ces derniers jours, à ce que j'avais dit, à ce que j'avais fait. Chaque souvenir me donnait l'impression de recevoir une gifle de plus. J'avais voulu la forcer à ouvrir les yeux sur sa propre cruauté, mais peut-être que je l'avais juste poussée au bord. Le lendemain matin, j'ai commencé à appeler ses amies. La plupart m'ont dit qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis plusieurs jours. L'une d'elles, Jenna, m'a confié qu'elle avait reçu un message étrange la veille. Lily lui avait écrit qu'elle avait besoin de partir respirer un peu, loin de tout. Pas de lieu, pas de durée. Juste ça. J'ai vérifié ses comptes bancaires. Elle m'avait laissé accès pour payer certains prestataires, et j'ai vu un retrait de 1000 $ effectué à une station-service à la sortie de Sacramento. Puis plus rien. C'est ce détail qui m'a paniqué. 1000 $, en liquide. Ce n'était pas une fuite improvisée. Elle préparait quelque chose. J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à cette station. Le caissier se souvenait d'une femme blonde, avec des lunettes de soleil et une valise. Il a dit qu'elle avait demandé s'il y avait un bus vers le nord. Il pensait qu'elle allait vers Portland. C'était le genre de décision qu'elle prenait quand elle se sentait piégée. Partir sans prévenir. Faire croire à tout le monde qu'elle ne reviendrait jamais. Elle l'avait déjà fait à 19 ans, après une dispute avec notre mère. Mais cette fois, quelque chose me disait que ce n'était pas juste une crise. J'ai décidé d'appeler Ethan. Il a décroché au bout de quelques sonneries. Sa voix était froide, presque distante. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles d'elle. Il a répondu simplement « Non, et je ne veux pas en avoir ». Je lui ai dit qu'elle avait disparu, qu'elle n'avait laissé qu'un mot. Il y a eu un silence. Puis il a dit, sans émotion « Elle aime le drame. Elle reviendra quand elle aura besoin d'attention. » Et il a raccroché. J'ai eu envie de hurler. Il n'avait aucune idée de la tempête qu'il avait provoquée. Il avait ruiné sa vie, puis l'avait traité comme un caprice de plus. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que, peu importe ce qui s'était passé entre nous, je devais la retrouver. Pas pour réparer, pas pour me racheter, mais parce que malgré tout, c'était ma sœur. Les jours suivants ont été flous. Je dormais à peine, je mangeais presque rien. Ma mère me lançait des regards pleins de reproches, comme si tout ce qui arrivait était la suite logique de mes erreurs. Je n'avais plus la force de me défendre. Je passais mon temps sur Internet à chercher des traces. Réservation, hôtel, bus, carte bancaire, rien. Comme si elle s'était effacée. C'est une notification qui m'a finalement mise sur une nouvelle piste. Un email automatique d'une plateforme de voyage. Merci d'avoir séjourné chez nous. Donnez votre avis. L'adresse correspondait à un motel modeste près de Jean, Oregon. Le mail était lié à un ancien compte commun que j'avais créé pour aider Lily à gérer les réservations du mariage. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé 9 heures d'affilée jusqu'à Eugene. Quand j'ai trouvé le motel, la réceptionniste m'a confirmé qu'une femme du nom de Lily Moore avait séjourné 2 nuits, payant en liquide. Elle était partie la veille, tôt le matin, seule avec une petite valise grise. Elle avait laissé quelque chose à la réception. Une enveloppe avec mon nom. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, une seule feuille. Quelques lignes seulement. Je ne peux plus supporter tout ça. J'ai tout gâché, et je t'ai fait du mal sans même le voir. Ne me cherche pas, s'il te plaît. Tu es libre, enfin. Moi, je dois disparaître un peu. Je me suis assise sur le trottoir, incapable de respirer. Elle ne disait pas où elle allait, ni quand elle reviendrait. Juste ce mot disparaître. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, garée devant le motel. J'essayais d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir. Peut-être la même honte que moi. Peut-être qu'elle voulait juste s'effacer pour recommencer ailleurs. Mais il y avait une chose que je n'arrivais pas à ignorer, le papier de l'enveloppe. Il n'était pas du motel. C'était une feuille à en-tête d'entreprise. En haut, à droite, un logo discret. Parker Real Estate Group. Ethan. Je suis restée longtemps à regarder ce logo. Incapable de bouger. Parker Real Estate Group. Le nom d'Ethan imprimé là, en haut d'une lettre écrite par ma sœur, comme une signature invisible. C'était trop net pour être une coïncidence, et trop inquiétant pour que je fasse semblant de ne pas le voir. Je me suis demandé comment une simple feuille à en-tête de son entreprise avait pu se retrouver entre les mains de Lily, dans un motel à des centaines de kilomètres. Avait-elle été chez lui? L'avait-elle confronté? Ou pire, était-elle allée le supplier de revenir? J'ai ressenti un mélange de colère et d'angoisse. Je ne savais plus si je devais la plaindre ou lui en vouloir, mais je savais que quelque chose n'allait pas. De retour à Sacramento, j'ai déposé l'enveloppe sur ma table. Ma mère m'a appelé 3 fois, persuadée que j'en faisais trop, que Lily avait juste besoin de se calmer. Mais j'entendais sa voix trembler, ce ton faussement confiant qu'elle prenait quand elle avait peur. Elle voulait me convaincre qu'elle maîtrisait la situation. En réalité, elle paniquait. Je n'arrivais pas à m'arrêter de penser à Ethan. Ce type m'avait toujours semblé lisse, presque trop parfait. Poli, bien habillé, mais sans émotion. Il disait ce qu'il fallait dire. Jamais plus. Lily se vantait qu'il ne faisait jamais de drame. J'avais compris maintenant pourquoi. Il évitait les émotions comme on évite un incendie. Je me suis demandé s'il savait où elle était.
s'il l'avait aidée à partir, ou s'il préférait qu'elle disparaisse pour de bon. Le lendemain, je me suis rendue à son bureau. Le bâtiment était vitré, minimaliste, dans un quartier trop cher pour ce qu'il faisait réellement. Je me suis présentée à la réception comme une amie de la famille. La réceptionniste m'a dit qu'Ethan n'était pas là, qu'il travaillait à domicile depuis quelques jours. Je lui ai demandé s'il allait bien. Elle a hésité, puis m'a dit qu'il avait eu un gros désaccord avec un client et qu'il semblait très nerveux. Je suis restée un moment devant le bâtiment, à hésiter entre rentrer chez moi et aller directement chez lui. Finalement, j'ai conduit jusqu'à son quartier. Devant sa maison, la boîte aux lettres débordait déjà. Personne n'avait ouvert depuis au moins une semaine. Je n'ai pas osé frapper. J'ai juste glissé l'enveloppe dans ma poche et suis repartie. Les jours ont passé, et le silence est devenu insupportable. Chaque matin, je vérifiais mes messages, espérant une trace, un signe, rien. Ni de Lily, ni d'Ethan. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine, calme, m'a demandé si j'étais la sœur de Lily Moore. J'ai dit oui, le cœur battant. Il s'est présenté, agent Ramirez, département de police de Jean. Il m'a dit qu'ils avaient retrouvé une voiture abandonnée près d'une station forestière au nord de la ville. À l'intérieur, une valise grise, des vêtements féminins, un passeport au nom de Lily. Pas de signe de lutte. Pas de corps non plus. Juste un sac à main posé sur le siège passager. J'ai senti ma gorge se serrer. Il m'a demandé si ma sœur avait des antécédents dépressifs. J'ai répondu non. Puis il a demandé si elle fuyait quelqu'un. Là, j'ai hésité. J'ai dit « peut-être ». Le soir, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai rouvert l'enveloppe. J'ai regardé encore le logo en haut, le papier, les bords légèrement froissés. Quelque chose m'a frappé. Le coin inférieur droit portait une marque circulaire, comme un tampon humide. J'ai cherché une loupe dans un tiroir, et j'ai déchiffré les lettres. Confidential draft, Parker Legal Division. Un brouillon, un document interne, pas une simple feuille de bureau. J'ai passé la nuit à chercher en ligne. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Une société liée à Parker Real Estate Group avait récemment été poursuivie pour fraude. Et l'avocate chargée de l'affaire, Catherine Morales. La même femme avec qui Ethan collaborait. Tout commençait à s'assembler, d'une manière que je ne voulais pas comprendre. Ethan était dans une situation financière risquée, son entreprise sous enquête. Catherine travaillait avec lui, officiellement, pour l'affaire, mais peut-être bien plus que ça. Et Lily, aveuglée par l'amour, devait avoir découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Je n'avais aucune preuve, juste un pressentiment. Mais je sentais au fond de moi que sa disparition n'était pas une simple fugue. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du poste de police. L'agent Ramirez voulait me parler d'un détail important. Quand je suis arrivée, il m'a montré une photo, une caméra de surveillance d'un péage, prise le lendemain du départ de Lily. On y voyait sa voiture, seule. Puis, quelques minutes plus tard, la même voiture, de nouveau à l'écran, roulant dans l'autre sens. Cette fois, au volant, un homme. L'image était floue, mais le contour du visage, la forme des épaules, tout en lui me paraissait familier. Je me suis penchée sur l'écran et j'ai murmuré, presque sans y croire, c'est Ethan. L'agent a noté mon réaction, sans rien dire. Et moi, j'ai compris que ma sœur n'était pas partie volontairement. Quelqu'un l'avait fait partir. Je suis restée figée devant la photo, incapable de détacher mon regard de cette silhouette. Même floue, je savais que c'était lui. La manière dont il tenait le volant, légèrement penché en avant, le profil carré. Je l'avais vu faire ce geste des centaines de fois, quand il conduisait la voiture de Lily. L'agent Ramirez m'a demandé si j'étais absolument certaine. J'ai répondu oui. Il a pris des notes, a hoché la tête, et a dit qu'ils allaient approfondir la piste. Son ton était neutre, professionnel, mais je voyais dans son regard qu'il pensait déjà à la possibilité d'un drame. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression de conduire dans un brouillard épais. Chaque détail des dernières semaines se mélangeait dans ma tête. La liste de cadeaux, le message de Lily, ma vengeance, la rupture, sa disparition. Tout formait une suite logique, comme si chaque geste que j'avais fait l'avait poussé un peu plus vers ce point de non-retour. Et Ethan, il était au centre de tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai commencé à fouiller mon ordinateur. J'avais encore accès à une partie des dossiers du mariage, des échanges d'emails entre Ethan, les prestataires et moi. En remontant la chaîne, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une semaine avant la dispute, il avait envoyé un message au photographe avec une adresse de livraison différente, au cas où le lieu changerait. Cette adresse, je ne la connaissais pas. Ce n'était ni la sienne, ni celle de Lily. Je l'ai copiée dans Google Maps. Une propriété isolée, à 30 minutes au nord de la ville, près de la forêt. Aucun voisin à moins d'1 kilomètre. La photo satellite montrait une grande maison blanche entourée de graviers, avec une grange en arrière-plan. Le genre d'endroit où personne ne passe par hasard. J'ai hésité longtemps. Puis j'ai imprimé la photo, l'adresse, et je suis montée dans ma voiture à l'aube. Je n'ai rien dit à ma mère. Je savais qu'elle essaierait de m'en dissuader. La route était presque vide. Plus je m'approchais, plus mon cœur battait vite. En arrivant, j'ai garé la voiture un peu plus loin, derrière une rangée d'arbres. La maison semblait abandonnée, les rideaux tirés, la pelouse haute. Mais il y avait une voiture garée devant. Une berline noire, avec la plaque partiellement couverte de poussière. Je m'en suis approchée à pas lents. C'était bien la sienne, Ethan. J'ai ressenti une peur étrange, presque animale. Mon instinct me disait de partir. Mais une autre voix, plus forte, me poussait à continuer. J'ai contourné la maison, cherchant un signe de vie. Rien. Puis j'ai vu la porte de la grange entr'ouverte. À l'intérieur, une odeur de bois humide. Un silence lourd. Sur une table, des papiers étalés, des cartons, des objets personnels. Et là, au milieu, j'ai reconnu une valise grise.
celle de Lily. Je me suis approchée, le souffle coupé. À l'intérieur, ses vêtements étaient soigneusement pliés. Tout semblait en ordre, sauf un détail. Une chemise d'homme, roulée et glissée dans un coin. J'ai regardé l'étiquette. Parker Real Estate Group. Avant que j'aie le temps de comprendre, j'ai entendu un bruit derrière moi, un craquement sec, comme un pas sur du gravier. J'ai sursauté, me suis retournée. Ethan était là, à l'entrée, immobile. Il me regardait sans expression, les bras croisés. Mon premier réflexe a été de reculer. Il a dit d'une voix calme. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait si fort que je sentais ma poitrine vibrer. Il a ajouté « Tu cherches des réponses. Mais parfois, il vaut mieux ne pas savoir. » J'ai voulu lui demander où était Lily, mais aucun son ne sortait. Il a baissé les yeux vers la valise, puis les a relevés vers moi. Son visage n'exprimait rien. Juste cette neutralité glacée que j'avais toujours trouvée étrange. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il n'y aurait pas de vérité simple. Pas de confession. Pas de scène dramatique. Seulement ce vide entre nous, chargé de tout ce que je ne savais pas encore. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de la valise, des papiers, et de lui. Il n'a pas bougé. Il m'a juste regardé faire, puis il a dit doucement. « Tu viens de signer la fin de quelque chose. » Je suis sortie sans répondre, les jambes tremblantes, et j'ai conduit jusqu'à la ville sans oser regarder dans le rétroviseur. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai envoyé les photos à l'agent Ramirez avec un message simple. J'ai trouvé la valise de ma sœur. Chez lui. Puis, j'ai attendu. Cette nuit-là, j'ai cru entendre un bruit dehors, comme des pas sur le gravier. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait rien, seulement le reflet de ma propre peur. Je n'ai pas dormi. Chaque craquement dans la maison me faisait sursauter. Je restais assise dans le noir, le téléphone dans la main, attendant un appel de la police, ou un signe, quelque chose. Mais rien ne venait. Le message que j'avais envoyé à l'agent Ramirez était marqué « Lu », mais sans réponse. Au lever du jour, je me suis levée d'un bond pour vérifier ma porte d'entrée. Le paillasson était légèrement déplacé. Peut-être que je me faisais des idées, peut-être que quelqu'un était venu. Je n'en savais plus rien. Vers 9 heures, le téléphone a enfin sonné. C'était Ramirez. Il m'a dit qu'il avait reçu mes photos, qu'une équipe était déjà partie pour vérifier la propriété. Il m'a demandé si j'y étais toujours allée seule, sans prévenir personne. Quand j'ai dit oui, il a soupiré. J'ai entendu dans sa voix un ton plus sec. « Ne refaites jamais ça. S'il vous voit comme une menace, vous êtes en danger. » Je lui ai demandé s'ils avaient retrouvé Lily. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien confirmer pour l'instant. Je savais ce que ça voulait dire. La journée a été interminable. Ma mère m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Je ne savais pas comment lui parler sans mentir. Vers la fin de l'après-midi, l'agent Ramirez m'a rappelé. Sa voix était plus grave. Ils avaient retrouvé des traces, dans la grange. Pas de corps, mais des cheveux, du sang séché, et une empreinte partielle sur la valise. Pas celle d'Ethan. La mienne. Je me suis figée. Il m'a dit que ce n'était qu'un élément à vérifier, qu'ils allaient pas comparer, mais qu'ils devaient m'avertir. D'un ton presque désolé, il m'a expliqué que, pour le moment, j'étais considérée comme témoin clé. J'ai senti mes jambes lâcher. Témoin clé. C'était la manière polie de dire suspecte potentiel. Après avoir raccroché, je suis restée immobile dans ma cuisine, les yeux fixés sur le mur. Je ne me souvenais même plus d'avoir touché la valise. Peut-être quand j'avais voulu vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être plus tôt, le jour du mariage annulé, tout se mélangeait. En début de soirée, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups secs. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je me suis approchée doucement et regardée par le Judas. Personne. Juste une enveloppe, posée au sol. Pas de timbre, pas d'adresse. Seulement mon prénom écrit au marqueur noir. J'ai hésité avant de la ramasser. À l'intérieur, une feuille pliée et une clé métallique attachée à une étiquette. Locker 508. Union Station. La note disait simplement « Tu veux la vérité? Viens seul ». J'ai relu la phrase une dizaine de fois, incapable de décider si c'était une menace ou une promesse. Le papier n'avait pas de signature, mais je reconnaissais le style. Les lettres nettes, les majuscules parfaites, c'était l'écriture d'Ethan. Je n'ai rien dit à la police. Je sais que c'était stupide. Mais je n'avais pas confiance. Pas après qu'il m'ait traité comme une suspecte. Je me suis dit que si Lily était encore en vie, c'était peut-être ma seule chance de comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain, à l'aube, j'ai conduit jusqu'à Union Station, le grand terminal de bus de la ville. Il pleuvait légèrement, l'air sentait le café et la poussière. J'ai traversé le hall presque vide, le cœur battant. Les casiers se trouvaient près des toilettes, alignés sur un mur gris. J'ai trouvé le numéro 108. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé. À l'intérieur, une simple boîte en carton, bien fermée, pas de nom. Je l'ai sortie et je suis allée m'asseoir dans ma voiture avant de l'ouvrir. Dedans, il y avait un téléphone. Un vieux modèle, sans carte SIM, et une clé USB. Le téléphone s'allumait encore. Dans la galerie, un seul fichier vidéo. J'ai hésité quelques secondes avant d'appuyer sur « Lecture ». L'image tremblait un peu. On voyait Lily, assise dans une pièce que je ne reconnaissais pas. Elle portait un pull gris, les yeux gonflés. Elle regardait la caméra sans parler pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit, d'une voix lente, cassée, « Si quelqu'un trouve ça, c'est que je ne suis plus là. Tout ce que je voulais, c'était qu'on m'écoute. Ethan, il m'a piégée. Je pensais qu'il voulait juste me quitter. Mais il voulait surtout se débarrasser de tout ce qui pouvait le relier à ses affaires. » Elle a pris une grande inspiration. Les documents, les comptes, les virements, c'est moi qui ai tout signé. Parce qu'il me disait que c'était temporaire. Je suis tombée dans le piège. Et maintenant, il veut me faire porter la faute. Si tu vois ça, dis à maman que je suis désolée, et dis-lui que je n'ai jamais voulu lui faire honte. La vidéo s'est coupée brusquement.
pas de fin, pas de son après. J'ai posé le téléphone sur le siège, incapable de bouger, j'avais envie de vomir. Sur la clé USB, il y avait plusieurs dossiers, tous protégés par mot de passe, mais un seul fichier texte était ouvert. Une liste de noms. Ethan Parker, Catherine Morales, 3 autres que je ne connaissais pas, et en bas, écrit à la main, le contrat du 3 mai. Tout a commencé là. Je suis restée assise dans ma voiture, paralysée. Ma sœur n'était pas partie. Elle avait voulu se protéger, et peut-être qu'elle s'était faite tuer pour ça. En quittant la gare, j'ai aperçu une silhouette dans le rétroviseur. Un homme en manteau sombre, appuyé contre un pilier, qui me regardait partir. J'ai tourné plusieurs fois dans la ville avant de rentrer, mais la peur ne m'a pas quittée. J'avais la preuve que Lily disait la vérité, et quelqu'un quelque part savait que je la détenais. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La vidéo tournait en boucle dans ma tête. Le ton de sa voix, le regard vide, ce mélange de peur et de lucidité. Ma sœur ne jouait pas. Elle savait qu'elle risquait quelque chose. Et moi, je ne l'avais pas vu venir. Je me sentais coupable d'avoir tout déclenché. La liste de cadeaux, ma vengeance, l'annulation du mariage. J'avais voulu lui faire comprendre qu'elle me méprisait, et, sans le savoir, je l'avais laissée seule au moment où elle découvrait que son fiancé était dangereux. Le lendemain matin, j'ai apporté le téléphone et la clé USB à la police. J'aurais pu les garder, mais je savais que je n'étais plus en sécurité. J'ai demandé à voir l'agent Ramirez. Il m'a reçu dans un petit bureau vitré, un café à la main. Il avait l'air fatigué, nerveux même. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, il a pâli. Il a visionné la vidéo sans un mot, les yeux fixés sur l'écran. À la fin, il a pris une longue inspiration et m'a dit que ça changeait tout. Il m'a posé des questions pendant près d'1 heure. Où j'avais trouvé le casier, si quelqu'un m'avait suivi, si j'avais remarqué des mouvements suspects autour de chez moi. J'ai parlé de l'homme en manteau sombre, du paillasson déplacé, de l'enveloppe sans timbre. Il a noté chaque détail. Puis, il m'a dit de ne plus rester seul chez moi pour le moment. Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « Si ce qu'elle dit sur les documents est vrai, votre sœur n'est pas seulement une victime, elle est la clé pour tout faire tomber. » Je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire, mais le ton de sa voix m'a glacée. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma mère assise devant ma porte, les yeux rougis, les mains jointes. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un appel anonyme, une voix d'homme, calme, qui lui avait simplement dit « Dites à votre fille d'arrêter de fouiller. » Je n'ai pas voulu lui faire peur, mais je savais que c'était un avertissement. Ethan savait que j'avais trouvé la vidéo. Cette nuit-là, j'ai dormi chez une amie, Rachel, la même qui m'avait parlé du monde des mariages de façade. Elle m'a écouté en silence, sans m'interrompre, puis elle a dit quelque chose qui m'a frappée. « S'il savait que tu avais la clé, pourquoi la laisser là pour toi ?» Cette phrase m'a hantée. Et si ce n'était pas lui, si quelqu'un d'autre voulait que je découvre la vérité, peut-être même Lily elle-même, avant de disparaître pour de bon. Le lendemain, Ramirez m'a rappelé. Les techniciens avaient réussi à contourner le mot de passe d'un des dossiers sur la clé USB. Il contenait des documents financiers, transferts de fonds, contrats immobiliers fictifs, signatures numériques, et le plus important, des fichiers au nom de Catherine Morales. Ramirez m'a expliqué qu'elle était soupçonnée d'avoir aidé Ethan à blanchir de l'argent via des projets immobiliers inventés. Des dizaines de milliers de dollars faisaient des allers-retours entre leurs comptes et celui de Lily. Mon sang s'est glacé. Ethan utilisait ma sœur comme façade. Ses comptes personnels servaient à faire passer l'argent. Si la fraude éclatait, elle serait tenue pour responsable. Et maintenant qu'elle avait compris, il avait tout intérêt à la faire taire. Le soir même, la police a perquisitionné la maison d'Ethan. Il n'était plus là, les volets fermés, les valises disparues. Il avait quitté la ville la veille, en voiture. Dans son bureau, ils ont trouvé une photo de Lily, posée sur une étagère, découpée en 2, juste son visage, sans le reste. À côté, une clé identique à celle du casier. Quand Ramirez m'a montré la photo, j'ai senti ma gorge se serrer. Il a dit qu'il pensait qu'il était en fuite. Mais moi, je savais que non. Ce n'était pas le genre d'homme qui fuyait. C'était le genre d'homme qui termine ce qu'il a commencé. 3 jours ont passé. Aucune trace de lui. Pas d'appel. Pas de nouveaux messages. J'essayais de reprendre une routine, mais chaque bruit de voiture me faisait sursauter. Une nuit, en rentrant de chez Rachel, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. Dans mon rétroviseur, les phares d'une voiture me suivaient depuis plusieurs rues. J'ai tourné 3 fois, pris une rue sans issue, puis me suis arrêtée brusquement. La voiture derrière moi s'est immobilisée aussi. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne bougeait. Puis elle a reculé lentement et a disparu au coin. J'ai appelé Ramirez immédiatement. Il m'a dit de rester enfermé, qu'une patrouille passerait. Mais avant même qu'elle n'arrive, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Numéro inconnu. Tu veux savoir où elle est? Demain, 19h. Le pont de Sierra Creek. Seul. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. C'était lui, je le savais. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, fixant l'écran, incapable de respirer. Je savais que c'était dangereux. Peut-être un piège, mais au fond de moi, une certitude grandissait. S'il me contactait, c'est qu'il savait quelque chose. Et si Lily était encore en vie, je devais y aller. Je n'ai presque pas parlé de la journée. Je faisais semblant de travailler, de manger, d'écouter Rachel me dire de ne surtout pas y aller. Mais je savais déjà que j'irais. Pas parce que c'était raisonnable, mais parce que je ne pouvais pas vivre sans savoir. Si Lily était en vie quelque part, ou si son corps m'attendait sous ce pont, je devais le découvrir moi-même. À 18h40, j'étais déjà sur la route. Le ciel était bas, gris, comme avant un orage. Le pont de Sierra Creek était à 30 minutes de la ville. Une structure métallique au-dessus d'un vieux canal presque à sec. Autour, rien. Quelques arbres, un parking abandonné, et le bruit du vent. L'endroit parfait pour disparaître. Je m'étais promis de prévenir Ramirez, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur qu'il m'en empêche. Ou qu'il arrive trop tard. J'ai laissé mon téléphone allumé sur le siège, avec la géolocalisation activée. Au cas où. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne.
Seulement une voiture garée de l'autre côté du pont, noire, silencieuse. Je suis restée quelques secondes dans la mienne, la main sur la poignée. Puis j'ai respiré profondément et je suis sortie. L'air sentait la terre humide et la rouille. Je marchais lentement, mes pas résonnaient sur le métal. À mi-chemin, j'ai entendu une portière claquer. Ethan. Il s'est avancé calmement, les mains dans les poches. Il portait une veste sombre, les cheveux un peu plus longs que d'habitude, le visage creusé. Il ne ressemblait plus à l'homme des dîners de famille. Il avait cet air de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Je savais que tu viendrais », a-t-il dit. Sa voix était calme, presque douce. Je lui ai demandé où était ma sœur. Il a souri, sans joie. « Tu crois vraiment qu'elle ne t'a rien caché ?» Il a sorti de sa poche une petite clé, identique à celle du casier, et l'a fait tourner entre ses doigts. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour me protéger. Mais elle a paniqué. Elle a voulu me dénoncer. Après avoir signé les papiers elle-même, elle pensait qu'elle pouvait s'en sortir en me détruisant. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Il a haussé les épaules. Rien qu'elle n'ait pas choisi. Il a avancé de 2 pas. Je reculais sans m'en rendre compte. Elle est partie. Et toi, tu devrais faire pareil. Tu ne comprends pas ce que tu as entre les mains. Je lui ai crié qu'il mentait, que j'avais vu la vidéo, les documents, les preuves. Son visage a changé. Il a cessé de sourire. Tu n'aurais pas dû regarder ça. Son ton était bas, presque un murmure, mais j'ai senti la menace dans chaque mot. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mon téléphone dans ma poche et j'ai lancé la caméra. Mais il l'a vu. En 1 seconde, il a avancé, a saisi mon poignet, et le téléphone est tombé au sol. Il m'a immobilisé contre la rambarde du pont, son visage à quelques centimètres du mien. Tu crois que tu peux jouer à la justicière? Ta sœur a signé sa propre condamnation. Et toi, tu veux suivre. Son souffle sentait le café froid et la rage. Je lui ai crié de me lâcher, mais il serrait plus fort. Puis soudain, un bruit derrière nous. Un moteur, des phares qui s'allument. Une voiture s'est approchée. Ethan s'est figé, des voix. « Police, ne bougez plus !» Il m'a relâché d'un coup. 2 agents sortirent de la voiture, armes dégainées. Ramirez était parmi eux. Il m'a crié de reculer. Ethan a levé les mains, lentement, puis il a souri. « Vous arrivez toujours trop tard, agent. » Il a fait un pas vers la rambarde. Tout est allé très vite. Ramirez a crié son nom, mais Ethan s'est simplement laissé tomber dans le vide. Le bruit de l'eau en bas a résonné longtemps, puis plus rien. Je suis restée figée, incapable de parler. Ramirez m'a prise par le bras, m'a ramenée jusqu'à la voiture. Je tremblais sans m'arrêter. Il a dit qu'ils allaient fouiller le lit du canal au matin, mais il n'avait pas besoin d'ajouter ce qu'on pensait tous. S'il avait survécu, il serait déjà loin. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est enchaîné. La vidéo de Lily a été remise au procureur. Les comptes d'Ethan et de Catherine ont été gelés. Un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Et puis, 1 semaine plus tard, un appel. Une voix féminine, hésitante. Est-ce que je parle avec Emily Moore? J'ai reconnu le ton avant même d'entendre le prénom. Catherine. Elle a dit qu'elle voulait me rencontrer. Pas à cause de la justice, mais parce qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. Quelque chose sur Lily. J'ai senti ma gorge se serrer dès que j'ai reconnu sa voix. Catherine Morales. Celle qui avait aidé Ethan. Celle qui connaissait forcément les coulisses de tout ce cauchemar. Elle m'a donné rendez-vous dans un café près de la gare. Un endroit public, lumineux, rempli de monde. Je savais que c'était plus sûr, mais je n'étais pas tranquille. Je suis arrivée en avance. J'ai choisi une table au fond, face à la porte. Quand elle est entrée, j'ai compris pourquoi Ethan avait été fasciné par elle. Allure impeccable, regard calme, presque vide. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. Une vraie peur. Elle s'est assise sans un mot. J'ai remarqué que ses mains tremblaient. Après quelques secondes, elle a dit « Ethan est vivant ». J'ai senti le sang me quitter le visage. Elle a continué d'une voix basse, rapide. Il n'est pas tombé accidentellement. Il avait tout prévu. Il savait qu'il serait surveillé. Il a sauté parce qu'il voulait qu'on le croie mort. Je restais immobile, incapable de répondre. Elle a sorti de son sac une clé USB identique à celle que j'avais trouvée dans le casier. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit, c'était pour dissimuler autre chose. Lily l'avait découvert. Et c'est pour ça qu'il l'a... Elle s'est interrompue, la gorge nouée. Disons qu'elle ne pouvait plus parler. Je lui ai demandé si elle voulait dire qu'il l'avait tuée. Catherine a détourné le regard. Je ne l'ai jamais vue mourir, mais j'ai vu ce qu'il préparait. Et si elle est encore en vie, elle ne peut pas rentrer. Pas maintenant. Elle a posé la clé sur la table. Dedans, il y a des vidéos, des relevés, des conversations enregistrées. Des choses que j'ai gardées au cas où il se retournerait contre moi. Si tu veux comprendre ce qui est arrivé à ta sœur, regarde le dossier appelé June 12. Avant que je puisse répondre, elle s'est levée brusquement. S'il me voit avec toi, je suis morte. Et elle est partie. Juste comme ça. Je suis restée un moment seule, la clé dans la main sans bouger. Mon cœur battait à m'en faire mal. J'ai fini par rentrer chez moi et brancher la clé à mon ordinateur, les mains moites. Un seul dossier, June 12. À l'intérieur, plusieurs fichiers vidéo numérotés. Le premier montrait Ethan dans son bureau, en pleine conversation téléphonique. On entendait sa voix distinctement. Elle croit que les fonds sont pour les rénovations. Elle signe tout sans lire. Quand ce sera fini, tout sera à son nom. Et moi, je n'aurai plus rien à voir avec ça. J'ai eu envie de jeter l'écran. Les vidéos suivantes étaient pires. Des transferts de comptes, des contrats falsifiés, et enfin, la dernière. Une image fixe. Lily, attachée à une chaise, les mains liées, le regard perdu. On entendait Ethan hors champ. « Tu vas dire que tu as fait ça seule, que tu m'as manipulée, et après ça, tu pourras partir. » Elle a répondu, la voix tremblante. « Je t'en supplie, Ethan. » Je ne dirai rien.
Puis l'image a coupé. J'ai reculé de ma chaise, incapable de respirer. J'ai senti un cri me monter à la gorge. Mais aucun son n'est sorti. J'ai envoyé immédiatement la clé à Ramirez. 15 minutes plus tard, il m'a rappelé. Sa voix tremblait légèrement. On sait maintenant que Catherine disait vrai. On va demander un mandat international. On pense qu'il a quitté le pays. Et, il y a autre chose. Il a marqué une pause. On a retrouvé des images d'une caméra de surveillance, près du pont de Sierra Creek, 3 heures après sa chute. Une femme a été vue dans les bois, en train de marcher seule. Blonde, petite taille, pas de blessure apparente. J'ai eu du mal à parler. Vous pensez que c'était Lily? On n'en est pas sûr. Mais elle tenait un sac gris. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je voulais y croire, mais j'avais peur de me tromper. Si c'était elle, alors tout ce qu'elle avait fait, la fuite, la vidéo, le message, c'était pour me laisser des traces, pas des adieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le canapé, la clé USB toujours posée à côté de moi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix dans la vidéo. Ce « je t'en supplie » qui me hanterait toute ma vie. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu un bruit dehors. Une voiture s'est arrêtée devant chez moi. J'ai écarté le rideau, le cœur battant. Une silhouette est sortie. Pas Ramirez, pas la police. Une femme. Elle portait une veste grise, les cheveux attachés, une valise à la main, et même à travers la vitre, je savais, c'était elle. Lily. Je n'ai pas bougé pendant plusieurs secondes. Mon corps refusait d'y croire. Mes yeux fixaient cette silhouette comme si mon cerveau essayait de trouver une autre explication. Mais non, c'était bien elle. Même démarche. Même façon de tenir sa valise légèrement penchée vers la droite. Lily. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Elle s'est arrêtée sur le seuil, trempée par la pluie, les joues creusées, plus maigre que dans mes souvenirs. Pendant quelques secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a murmuré, d'une voix rauque. Ne crie pas. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai senti mes jambes trembler. Je l'ai fait entrer sans réfléchir. Elle a laissé sa valise près de la porte et a regardé autour d'elle comme si elle voyait ma maison pour la première fois. Son regard s'est arrêté sur la table, sur la clé USB posée là. Elle a pâli. Tu as tout vu, pas vrai? Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée d'hocher la tête. Elle a baissé les yeux, puis s'est laissée tomber sur le canapé. Ses mains étaient recouvertes de petites coupures. Je lui ai demandé où elle était, pourquoi elle n'avait pas appelé. Elle a souri, un sourire brisé. Parce qu'il aurait su. Il a des gens partout. Même maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai. Je lui ai servi un verre d'eau. Ses doigts tremblaient. Elle a bu à petites gorgées, puis a repris. Je suis partie la nuit où j'ai compris qu'il voulait me faire disparaître pour de bon. Catherine m'a aidée. Elle m'a donné des faux papiers, un peu d'argent, et m'a dit de ne plus contacter personne. J'ai cru qu'elle voulait juste se protéger, mais elle m'a sauvée. J'ai passé des mois à changer de motel, de nom, de ville. J'ai attendu qu'il baisse la garde. Je n'arrivais pas à parler. J'avais envie de la serrer dans mes bras, mais elle gardait cette distance froide, comme si un seul geste pouvait la briser. Je suis revenue parce que j'ai entendu dire qu'il était mort, mais maintenant je sais qu'il ne l'est pas. Je lui ai montré le message, celui qui m'avait donné rendez-vous au pont. Elle a lu, puis m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'était pas lui. Il ne t'aurait jamais exposé comme ça. C'était quelqu'un d'autre. Je me suis figée. Qui? Elle a détourné le regard, a serré ses mains l'une contre l'autre. Un de ses associés. Peut-être Catherine, peut-être un autre. Ils veulent récupérer les preuves. Ce que tu as dans la clé, c'est plus gros que tout ce qu'on imaginait. De l'argent, des contrats, des noms. Si ça sort, beaucoup de gens tombent. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue ici, si c'était dangereux. Elle a eu un rire nerveux. Parce que je n'ai plus d'endroit où aller, et parce que tu es la seule à qui je fais encore confiance. Ces mots m'ont fait mal. Pas seulement à cause de ce qu'ils signifiaient, mais à cause de tout ce qu'ils effaçaient. Des années de rancune, de jalousie, de blessures. Tout semblait minuscule face à ce qu'elle avait vécu. Elle s'est levée, a ouvert sa valise. Dedans, il n'y avait presque rien. Quelques vêtements, un carnet, et une enveloppe scellée. Elle me l'a tendue. Si je disparais encore, tu donneras ça à Ramirez. Pas avant. Promets-le. Je l'ai prise, hésitante. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi tout finir. Avant que je puisse insister, un bruit dehors nous a fait sursauter. Un moteur qui s'éteint, puis une portière. Lily a écarté le rideau et a blêmi. C'est lui. Je me suis approchée, une voiture garée en face. On ne voyait pas le conducteur, les phares encore allumés, perçant la pluie. Lily a attrapé sa valise et l'enveloppe. On doit partir. Je lui ai dit d'attendre, d'appeler la police. Mais elle secouait la tête, déjà en train de courir vers la porte arrière. Je l'ai suivie, le cœur battant. Nous avons traversé le jardin, la boue collant à nos chaussures. Le bruit des pas derrière nous, lourd, rapide. Lily s'est tournée vers moi, les yeux agrandis par la peur. S'il m'attrape, tu ne restes pas. Tu cours. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Une ombre est apparue derrière la clôture. Un homme, grand, silhouette massive, capuche sombre. Il a crié son nom. Pas la voix d'Ethan. Une autre. Lily a crié. Cours! Elle a lancé sa valise vers moi et s'est élancée dans la ruelle. L'homme l'a suivie. J'ai entendu leurs pas, leur souffle, un choc, puis le silence. J'ai couru après, paniquée, appelant son nom. Mais quand j'ai tourné au coin, il n'y avait plus rien. Juste la pluie et la valise que j'avais laissée tomber. J'ai ouvert la fermeture. À l'intérieur, sous ses vêtements, une petite boîte métallique, fermée à clé. Sur le couvercle, 3 lettres gravées. E.P.G. Ethan Parker Group. J'ai refermé la valise d'un geste sec, les doigts là tremblants. Mon esprit n'arrivait plus à suivre. Lily venait de disparaître encore une fois, happée dans le noir, et il ne restait que cette boîte, lourde, froide,
gravé de ses initiales. Je l'ai serré contre moi, et j'ai couru jusqu'à la voiture. Mes mains glissaient sur le volant, trempées de pluie et de peur. Je n'avais qu'une idée en tête. Ramirez. Il était presque minuit quand j'ai débarqué au commissariat. Les agents de garde m'ont regardée comme une folle, mais je n'avais plus de pudeur. Je me suis mise à parler sans respirer. Elle est revenue. Elle est vivante. Quelqu'un l'a suivie. Il faut qu'on y aille. Ramirez est sorti de son bureau, la chemise froissée, les yeux cernés. Il m'a fait asseoir, à écouter sans m'interrompre, puis à regarder la boîte sur la table. Où est-elle maintenant? Je n'ai rien pu dire. J'ai juste hoché la tête vers la fenêtre, vers la nuit. Il a ouvert la boîte avec précaution, à l'aide d'un petit outil. Dedans, il y avait un disque dur, un passeport au nom d'une certaine Anna Lewis, le faux nom de Lily, et une clé numérique avec un mot gravé, route. Ramirez a murmuré: c'est un coffre de données. Il a demandé à un technicien de venir immédiatement. Ils ont branché le disque dur à un ordinateur sécurisé. Un dossier est apparu, protégé par un mot de passe. Ramirez m'a demandé si je connaissais un code possible. J'ai pensé à tout ce que Lily aurait pu choisir. Une date? Un mot? Puis j'ai tenté. June 12. Le dossier s'est ouvert. À l'intérieur, des centaines de fichiers, des enregistrements, des comptes, des vidéos. Pas seulement d'Ethan et Catherine. D'autres. Des politiciens, des investisseurs, des dirigeants d'entreprises. Tous liés à Parker Real Estate Group. Tous corrompus. Ramirez a murmuré quelque chose comme « C'est plus grand qu'on le pensait ». Il a immédiatement ordonné la mise sous protection des données et demandé une unité spéciale. Moi, je ne pensais qu'à Lily, à ce qu'elle avait dû traverser seule pour réunir tout ça. Vers 2 heures du matin, un agent est venu lui dire quelque chose à l'oreille. Ramirez a blêmi. « On vient de retrouver un véhicule abandonné à 3 rues de chez vous. Une femme a été vue en train de courir dans le bois derrière le quartier. » J'ai bondi. « C'est elle !» Il a voulu m'empêcher de venir, mais j'ai insisté. J'ai pris ma voiture derrière la leur, incapable d'attendre. Les bois de North Creek étaient sombres, silencieux. On distinguait à peine les lampes des policiers entre les arbres. Et puis, un cri. Court, étouffé. Je me suis mise à courir sans réfléchir. Mes chaussures s'enfoncèrent dans la boue. Mon souffle se brisait. Entre 2 troncs, j'ai vu une silhouette allongée, trempée, les mains couvertes de terre. Je me suis jetée à genoux. C'était elle, Lily. Elle respirait encore, faiblement. Les lèvres bleues. Elle a ouvert les yeux, lentement. Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire à peine perceptible. « Tu l'as trouvée ?» Je lui ai serré la main. « C'est fini, Lily. Il ne te fera plus de mal. » Elle a secoué la tête faiblement. « Tu ne comprends pas? Ethan, il n'était pas seul. » Ses mots se sont étouffés dans un souffle. Les secours l'ont emmené. Je suis restée plantée là, trempée, la terre collée à mes genoux, fixant le vide. Au commissariat, Ramirez m'a dit qu'elle était à l'hôpital, en état critique mais consciente. Puis il m'a tendu une feuille imprimée, extraite du disque dur, une liste. En haut, le nom d'Ethan Parker. En dessous, Catherine Morales, puis une vingtaine d'autres. Mais le dernier m'a fait froid dans le dos. Michael Ramirez. Je l'ai regardé, incrédule. Il m'a soutenu le regard sans ciller, mais quelque chose dans son expression avait changé. Un léger sourire, presque imperceptible. « Vous voyez, Emily ?» a-t-il murmuré. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas découvrir. » Puis il a fermé le dossier, lentement. Mon sang s'est glacé, et j'ai compris que ma sœur n'était pas la seule à être piégée. Je n'arrivais pas à respirer. Ce sourire à peine visible avait suffi à tout faire basculer. Le genre de sourire qui dit « Je t'ai vu venir depuis le début ». Ramirez s'est levé calmement, a glissé la feuille dans une chemise et a dit qu'il devait vérifier une chose avant de poursuivre l'enquête. Puis il a quitté la salle, sans me regarder. Je suis restée seule quelques secondes, figée sur ma chaise, le cœur battant si fort que j'en avais la nausée. Quand j'ai entendu la porte se refermer, j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, et que j'étais en danger. J'ai pris le dossier laissé sur la table et j'ai glissé la copie de la liste dans ma poche. Le couloir du commissariat me semblait soudain trop silencieux, trop vide. Je me suis dirigée vers la sortie sans courir, essayant de paraître normale. À l'accueil, j'ai demandé à un agent de m'indiquer l'hôpital où Lily avait été transférée. Il m'a répondu qu'elle avait été emmenée à Mercy General. Je n'ai pas attendu. En sortant du bâtiment, j'ai remarqué la voiture de Ramirez garée devant, moteur encore chaud. Le siège passager contenait un dossier bleu, à moitié dissimulé sous un manteau. J'ai hésité, puis j'ai pris une photo de la plaque et du document visible. En haut, un mot, Internal Affairs, section 7. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas une coïncidence. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, les mains crispées sur le volant. En arrivant, une infirmière m'a dit que Lily était en observation, sous perfusion, consciente mais faible. Quand je suis entrée dans sa chambre, elle a tourné la tête vers moi, le regard encore brumeux. Je lui ai pris la main. « C'est fini, je te promets. Tu es en sécurité maintenant. » Elle a souri faiblement, puis a murmuré « Il est venu. » J'ai cru qu'elle délirait. « Ethan ?» ?»« Non, il est mort, Lily. On a tout. » Mais elle a secoué la tête, les yeux pleins de larmes. « Pas lui. L'autre. Celui qu'il appelait le garant. » Avant que je puisse répondre, la porte s'est entr'ouverte. Une silhouette masculine, costume sombre, badge autour du cou. Il a dit qu'il était là, au nom du département, pour poser quelques questions. Lily a blêmi. Je l'ai reconnu à la voix. Ramirez. Mon corps s'est figé. Il a fait un pas vers nous, son expression parfaitement calme. « Bonsoir, Emily. J'aimerais qu'on reparle du disque dur. Vous l'avez encore ?» Je me suis levée lentement. « Non. » « Vous l'avez emporté hier. »« Vous l'avez, pas moi. » Un silence. Puis il a souri, le même sourire que tout à l'heure.
Ah oui, c'est vrai. Lily serrait ma main avec une force désespérée. Je sentais ses doigts glacés. Ramirez s'est tourné vers elle. Vous savez, mademoiselle Moore, beaucoup de gens veulent que cette histoire s'éteigne. On pourrait encore arranger les choses, si vous me donnez la clé. Je l'ai interrompue. La clé est entre les mains du procureur. Vous ne pouvez plus rien faire. Son regard s'est durci, et pour la première fois, j'ai vu passer quelque chose de froid dans ses yeux. Vous ne comprenez pas, Emily. Ce que vous avez trouvé n'appartient pas à la justice. Ça dépasse votre sœur, et ça me dépasse aussi. Il a glissé sa main dans la poche intérieure de sa veste. J'ai reculé d'un pas, puis la porte s'est brusquement ouverte derrière lui. 2 agents armés sont entrés. Agent Ramirez, baissez la main. Il s'est figé, lentement, puis a levé les bras. L'un des agents a dit qu'ils étaient d'Internal Affairs. Quelqu'un les avait prévenus. Quand ils l'ont menotté, Ramirez m'a lancé un dernier regard. Calme, presque résigné. Vous croyez que c'est fini. Mais vous n'avez ouvert qu'une seule porte. Ils l'ont emmené. Je suis restée un moment sans bouger, le cœur encore battant à tout rompre. Lily pleurait en silence, les mains sur le visage. Je me suis assise près d'elle, incapable de dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, les journaux ont commencé à parler d'un réseau de corruption mêlant immobilier et police locale. Plusieurs arrestations avaient eu lieu dans la nuit. Le nom d'Ethan Parker figurait en haut de la liste. Celui de Ramirez aussi. Mais pas celui de Catherine. Elle avait disparu. À l'hôpital, Lily allait un peu mieux. Elle m'a dit qu'elle voulait tout raconter, tout révéler, même si ça voulait dire revivre l'enfer. Je lui ai promis que je resterais avec elle, quoi qu'il arrive. Avant de sortir de sa chambre, elle m'a appelé d'une voix faible. « Emily ?» Je me suis retournée. « Oui ?» « Tu sais le mot gravé sur la clé ? Route, ce n'est pas juste un mot de passe. » Elle a marqué une pause. « C'est un nom. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais à cet instant, j'ai senti que la guerre n'était pas finie, juste cachée derrière un nouveau visage. Je suis restée plantée au milieu du couloir, les mots de Lily tournant dans ma tête. Route, ce n'est pas un mot de passe. C'est un nom. Un nom. Pas un code informatique. Pas un mot-clé. Un nom. Quand je suis sortie de sa chambre, la lumière du matin traversait les grandes vitres du service, mais j'avais cette impression étouffante d'être observée. Je suis descendue jusqu'à la cafétéria de l'hôpital. J'ai commandé un café sans vraiment le vouloir, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché Route plus Parker Real Estate Group. Rien. Puis j'ai essayé Route plus Catherine Morales. Un seul résultat. Une ancienne société d'investissement basée à Seattle, Root Capital Holdings, dissoute 3 ans plus tôt. Le PDG s'appelait Richard Owens, les mêmes initiales que le mot Root. Je sentais ma peau picoter. Owens avait été mentionné une fois, vite fait, dans un article sur les partenaires financiers d'Ethan, puis plus rien. Comme s'il avait disparu. Je suis retournée voir Lily plus tard dans la journée. Elle semblait plus lucide, un peu de couleur revenue sur son visage. Je lui ai parlé d'Owens. Ses yeux se sont écarquillés. C'est lui, Emily. Le garant dont Ramirez parlait. Elle m'a expliqué qu'Ethan parlait souvent de quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un qui assurait la protection du réseau, Owens. C'est lui qui dirigeait tout. Ethan n'était qu'un pion, un visage présentable. Elle a attrapé ma main. S'il apprend que j'ai survécu, il viendra me chercher. Et toi aussi, parce que tu as la clé. Je voulais lui dire que tout allait bien, qu'on allait être protégé maintenant. Mais je n'en étais pas sûre. Ramirez faisait partie du système. Qui d'autre encore? Le soir, je suis rentrée chez moi. Devant la porte, une enveloppe blanche m'attendait. Pas d'adresse, pas de nom. Juste mon prénom, écrit à la main. Dedans, une seule feuille, une capture d'écran d'un email. Expéditeur, R.Owens-Capital.US. Objet. Il faut terminer le travail. Et en dessous, une phrase qui m'a glacée. Elle n'aurait jamais dû revenir. J'ai appelé Ramirez, mais il était déjà en détention. J'ai tenté de joindre le procureur, aucune réponse. J'ai fini par contacter Catherine. J'ai laissé un message vocal, court, Owens. Je sais qui c'est, aide-moi. Je ne m'attendais pas à une réponse. Mais 1 heure plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix tremblait. Tu n'aurais pas dû dire ce nom à voix haute. Je lui ai demandé où elle était. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me le dire, mais qu'elle avait gardé une copie de tous les fichiers, y compris ceux que je n'avais pas vus. Owens a des gens partout, même au FBI. C'est pour ça qu'il veut Lily morte. Si elle parle, tout tombe. Elle m'a donné rendez-vous dans un motel sur la route de Reading, le lendemain matin. Viens seule. Si quelqu'un me suit, je disparais pour de bon. J'ai passé la nuit sans dormir. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Au lever du jour, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit pendant 2 heures sous une pluie fine. Le motel était petit, presque vide. Catherine m'attendait dans une chambre du fond, les rideaux tirés. Elle avait l'air épuisée, amaigrie. Sur la table, un ordinateur portable et plusieurs dossiers. Il y a quelque chose que tu dois voir, a-t-elle dit. Elle a ouvert un dossier vidéo. L'écran a montré une salle de conférence, quelque part dans un immeuble de verre. Au centre, Owens, en costume sombre, discutait avec un groupe d'hommes. Sur la table, un logo gravé. Parker Real Estate Group, Division R. Il parlait d'investissements fictifs, de transferts, de sociétés écran. Mais au milieu de la vidéo, j'ai reconnu une autre voix, Ethan. On a tout verrouillé. Même si elle parle, personne ne nous reliera directement. Owens avait répondu calmement. Alors faites en sorte qu'elle ne parle jamais. J'ai reculé, les mains glacées. Catherine a refermé l'ordinateur. Ce fichier ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Il prouve que tout venait de lui. Il n'a jamais été question d'argent. C'était du blanchiment pour des fonds politiques. Elle a marqué une pause. Et devine qui a signé les premiers transferts en 2019 ? Elle a tourné l'écran vers moi. Une signature électronique. Michael Ramirez.
J'ai senti mon cœur se serrer. Tout s'emboîtait. Ramirez, Ethan, Owens. Un réseau. Un cercle où chacun protégeait l'autre. Et Lily dans tout ça? Ai-je demandé. Catherine a détourné le regard. Elle ne devait jamais exister. C'est pour ça qu'il l'a choisie. Quelqu'un de sans pouvoir, qu'on pouvait effacer facilement. J'ai eu envie de crier, de tout casser. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, on a entendu un bruit dehors. Une voiture. Des pas lourds. Catherine a blêmi. Ils nous ont trouvés. Elle a fermé l'ordinateur, l'a glissé dans un sac et m'a poussé vers la fenêtre arrière. Prends la route vers le nord. Ne t'arrête nulle part. Et si quelque chose m'arrive, publie tout. Promets-le-moi. Je n'ai pas eu le temps de répondre. La porte s'est ouverte brusquement. Un homme a crié. Police! Ne bougez pas! Mais son ton n'avait rien de celui d'un agent. C'était sec, autoritaire, militaire. J'ai sauté par la fenêtre. Derrière moi, un bruit sourd, puis un coup de feu. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru jusqu'à ma voiture, le sac contre ma poitrine, la pluie me fouettant le visage. Et pendant que je m'éloignais du motel, le téléphone de Catherine, resté dans ma poche, s'est allumé tout seul. Un message. Numéro inconnu. Tu n'aurais jamais dû la retrouver. J'ai conduit pendant des heures, sans savoir où aller. La pluie battait sur le pare-brise. Les essuie-glaces rythmaient mon cœur. J'avais le sac de Catherine sur le siège passager et ce téléphone étranger qui vibrait toutes les 20 minutes avec le même message. Tu n'aurais jamais dû la retrouver. Toujours le même, répété comme une menace automatique. J'ai fini par quitter la route principale. J'ai garé la voiture dans un vieux terrain de camping désert, près d'un lac. L'air sentait la boue et le métal mouillé. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert le sac. À l'intérieur, l'ordinateur, une clé USB rouge, un chargeur portable et une feuille pliée. Sur la feuille, une phrase écrite de la main de Catherine. S'il m'arrive quelque chose, tout ce que tu dois faire est dans le dossier route 01. J'ai branché l'ordinateur et attendu qu'il démarre. Pas de mot de passe, comme si elle savait que le temps me manquerait. Le dossier route 01 contenait un seul fichier texte. Des coordonnées GPS, un code d'accès et une phrase. Centre de données, Tacoma. Coffre 11. Propriétaire, R. Owens. Je me suis forcée à penser calmement. Si Catherine m'avait donné ça, c'est qu'elle voulait que je termine ce qu'elle n'avait pas pu faire. Publier. Rendre tout visible. Mais j'étais seule, fatiguée, épuisée, et consciente qu'on me traquait déjà. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Tacoma. Le centre de données se trouvait dans une zone industrielle, entourée de hangars anonymes. J'ai garé la voiture à distance et j'ai marché. À l'accueil, j'ai dit que j'étais là pour récupérer un dépôt au nom de Root Capital Holdings. On m'a demandé un code d'accès. Je l'ai lu sur la feuille. 0612 RO. Le gardien m'a laissé passer sans poser de questions. Le coffre numéro 11 était petit, scellé par un verrou numérique. J'ai inséré la clé USB rouge. L'écran du terminal s'est allumé. Accès autorisé. Téléchargement en cours. Je n'ai pas bougé. Une barre de progression lente. Interminable. À la fin, un message. Transfert vers serveur public. 87%. C'est là que j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Je me suis retournée. Richard Owens. Costume gris, lunettes, sourire calme. L'homme derrière tout ça. Tu as été plus persévérante que je ne l'imaginais, a-t-il dit. Sa voix était douce, presque aimable. Mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Ces données n'ont pas pour but de sauver qui que ce soit. Elles vont détruire des centaines de gens, des innocents aussi. Ton nom sera sur la liste, Emily. Tu veux ça? J'ai serré la clé dans ma main. Je veux juste que la vérité sorte. Il a soupiré. Comme ta sœur, il a fait un pas vers moi, lentement. Elle a dit exactement la même chose. Et regarde où ça l'a mené. J'ai reculé jusqu'à heurter le mur. Le téléchargement affichait 98%. Il a vu l'écran et son expression a changé. Il s'était lancé vers le terminal, mais j'ai arraché la clé et appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté. Transfert terminé. Owens a figé, puis son calme s'est fissuré. Tu viens de signer ton arrêt de mort. J'ai reculé, la clé toujours dans la main. Mais à ce moment, la porte du local s'est ouverte à nouveau. 2 agents en uniforme entraient, armes levées. Derrière eux, Lily. Elle avait encore l'air fragile, mais ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais jamais vue chez elle. Elle n'est plus seule maintenant, a-t-elle dit d'une voix ferme. Owens a tenté de parler, mais les agents l'ont immédiatement plaqué contre le mur. Lily s'est approchée de moi. Je t'ai suivi. Je savais que tu finirais ce que j'avais commencé. J'ai éclaté en sanglots. Tout le poids des derniers mois, de la culpabilité, de la peur, s'est effondré d'un coup. Elle m'a serré dans ses bras. C'est fini, Emily. Et, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Les fichiers publiés ont fait exploser un scandale national. Owens, Ethan et plusieurs associés ont été arrêtés à la frontière. Ramirez a tout avoué en échange d'une réduction de peine. Catherine, elle, n'a jamais été retrouvée. Lily a témoigné devant un tribunal fédéral. Son visage, son histoire, sont devenus le symbole de ce qu'ils avaient voulu écraser. Quant à moi, j'ai tout quitté. Je vis maintenant dans une petite maison près de la mer, à Monterey. Parfois, quand le téléphone vibre la nuit, j'ai encore ce sursaut de peur. Mais la voix que j'entends n'est plus une menace. C'est celle de Lily, qui m'envoie un simple message. On a survécu. Et c'est assez.